Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a reçu la visite de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Et Kim Jong-un est arrivé au Vietnam pour son sommet avec Donald Trump. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a rendu un vibrant hommage à la nation sœur et amie koweïtienne pour l'essor réalisé dans la quasi-totalité des secteurs de son développement, source de bien-être et d'épanouissement pour tous ses concitoyens. Le chef de l'État djiboutien a également profité de l'occasion de ce télégramme pour réitérer à l'émir du Koweït sa disponibilité et celle du gouvernement et du peuple djiboutien à œuvrer en permanence au renforcement des liens privilégiés qui les lient à l'État et au peuple frère du Koweït. En dehors du renforcement de nos relations bilatérales, soyez sûrs, Votre Majesté, que la République de Djibouti ne manquera jamais d'imprimer aussi bien au sein des structures régionales, continentales, multilatérales qu'internationales sa solidarité et connivence avec l'État frère et ami du Koweït, a écrit en substance le président Guelleh, qui a réitéré ses vœux de bonne fête à l'émir du Koweït ainsi qu'à tous les concitoyens de ce pays frère et ami. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui Mme Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. L'audience s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamel. Le Premier ministre a félicité Barbara Manzi pour sa récente nomination au poste de coordinatrice résidente et l'a invitée après les salutations d'usage à prendre la parole. Barbara Manzi s'est dit être honoré d'être reçu par le Premier ministre et a loué les efforts de la République de Djibouti sous le leadership du président de la République. En effet, a-t-elle poursuivi, Djibouti étant champion dans l'atteinte des objectifs de développement durable. La rencontre avec le Premier ministre est aussi l'occasion de connaître la vision du gouvernement. Dans le cadre du 40e anniversaire du parti RPP, le comité des festivités du 40e anniversaire a organisé hier au Palais du Peuple un atelier de restitution des travaux de la plateforme d'échange et de réflexion. L'atelier a été placé sous le patronage du vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed. La riche journée en émotion a rassemblé le secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawalé, le président de la commission ad hoc, Naguib Abdallah Kamel, plusieurs membres du gouvernement, des enseignants, chercheurs de l'université, des hauts cadres des différents ministères et plusieurs sympathisants et militants du RPP. L'objectif étant d'étendre sa pensée en y associant les intellectuels dont les analyses, critiques et recommandations permettront d'envisager un avenir avec espoir. 4 grands thèmes ont été à l'ordre du jour de cet atelier, notamment la favorisation des échanges entre les intellectuels et le parti RPP, la paix et la concorde nationale, la participation de la femme djiboutienne dans la vie politique et partisane, et enfin, comment rendre le développement plus inclusif et profitable à tous les Djiboutiens, en particulier à la jeunesse du pays. Chaque thème a été présenté par un enseignant-chercheur de l'université de Djibouti. La plateforme d'échange et de rencontre entre le RPP et les intellectuels est une initiative du vice-président du parti pour rehausser la célébration du 40e anniversaire de la création du RPP survenue en 1979 à Dikil, une étape cruciale et décisive de la sauvegarde de l'unité et la cohésion nationale selon le président de la commission ad hoc, Naguib Abdallah Kamel, que je vous propose d'écouter. Nous devons nous questionner avec lucidité, mettant toujours en avant l'intérêt suprême de la nation djiboutienne et le bien-être de ses citoyens. Le premier thème s'impose par l'âge de maturité de notre parti et les transformations qui s'y opèrent ou doivent s'y opérer. La question traitée mérite toute notre attention. Comment améliorer les échanges entre le RPP et les intellectuels? À cet âge de maturité, il est opportun d'irriguer de sang neuf et de réflexions diversifiées le corps du parti pour donner vigueur aux sèves alimentant tous les organes qui le composent. Le second thème, relatif à la consolidation de la paix et de la concorde nationale, constitue l'identité même, voire l'ADN de notre République
qui est une et indivisible. Grâce à l'unité au sein de notre parti, les Djiboutiens ont su préserver la paix et l'unité lors du conflit armé de 1991 qui s'est réglé sans aucune médiation extérieure. La palette d'intellectuels participant à ces travaux est impressionnante. Cela n'est pas un pur hasard, mais constitue le fruit d'une politique d'investissement volontariste de notre président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dans la formation des ressources humaines qualifiées. Ce qui nous amène au troisième thème, qui est consacré à l'émancipation de la femme et pose la question de sa participation dans la sphère partisane. Les travaux de ce groupe mettent en exergue la locomotive que constitue l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, sous la houlette de la première dame, son Excellence Khadra Mohamed Haïd, dans la transformation de notre parti, dont le cœur du militantisme et de la mobilisation se déplace chaque jour du côté de la femme. Le quatrième thème va dans cette perspective, traitant de la question suivante. Quelle stratégie politique le RPP doit-il proposer pour rendre le développement plus inclusif et profitable à tous les Djiboutiens, en particulier à la jeunesse du pays? Je voudrais, chers amis, conclure mes propos en soulignant que le regard lucide et critique porté sur le chemin parcouru de notre parti est l'occasion de mettre en perspective ce que nous voulons pour notre pays et le choix à faire, les défis à relever, les obstacles à franchir et la vision commune et partagée pour un destin commun. Le secrétaire général du parti, donc Ilyas Moussa Dawalé, a félicité pour sa part les intellectuels pour leur contribution. On l'écoute. Pour des enjeux passés et des enjeux à venir pour notre pays, mais en particulier pour notre parti. Les valeurs fondatrices de notre parti, telles que les aînés, Allah arhamahum, à commencer par le président Hassan Gouled Abtidon, en passant par Barkhad Gourad Hamadou, Allah arhamahum, et beaucoup d'autres valeureux vaillants de cette patrie, mais également de ce parti, ont voulu le RPP comme le socle d'une unité, de construire une communauté de destin, de construire un peuple qui est uni sur l'unité, sur la fraternité, sur la construction d'une communauté partageant les mêmes destins et dans la diversité. Et alors, la question que je me pose et je pose à vous également aujourd'hui, est-ce que ces valeurs sont d'actualité? Et pour sa part, donc, le vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, a indiqué que cet atelier de réflexion permettra de faire évoluer le parti pour le bien du peuple. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du RPP, la direction du parti a organisé, vous le savez, plusieurs manifestations, aussi bien historiques que festives, celles-ci rappelant que ce parti est à l'origine de tous les succès obtenus et qui ont transformé aussi bien notre économie que notre société. Fer de lance de la politique gouvernementale, il a permis un développement économique remarquable, des grandes avancées démocratiques et la création d'une société moderne dans le respect des traditions qui constituent le socle de notre unité nationale. Forte de tout cela, la direction du parti a voulu aller encore plus loin dans la réflexion. Elle a décidé d'élargir sa pensée en y associant les intellectuels. C'est cet espace que vous occupez aujourd'hui. Les analyses critiques et propositions permettront de faire évoluer le parti pour le bien du peuple, le renforcement de notre unité et la consolidation de la paix.
Elles permettront d'envisager l'avenir avec espoir, en allant vers des horizons heureux, où l'égalité existera pour tout citoyen, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, issus de toutes les régions. Et dans le cadre de ces festivités, une conférence d'échange et débat sur le militantisme au sein du parti RPP s'est tenue à la salle de conférence au City Hall. La vice-présidente du comité de mobilisation, Mouna Ousmane Aden, des doyens du parti, des militants, sympathisants et adhérents, et ainsi que des députés, mais aussi la maire de la ville de Djibouti ont participé à cet événement. En effet, donc, cette rencontre avait pour but de transmettre des messages de militantisme de nos aînés ainsi qu'à leur sacrifice durant ces 40 ans d'existence aux jeunes adhérents et sympathisants du parti. A été également l'occasion pour tous ces auditeurs donc issus des différentes institutions de profiter de ce débat très riche en histoire du parti et celle de notre pays. Pour ce faire, des jeunes femmes ont eu l'opportunité d'en profiter et de poser des questions sur plusieurs thèmes, notamment le rôle de la femme au sein du parti. Et dans un mot pendant cette occasion, des femmes donc militantes ont rappelé leur adhésion à ce parti. Également dans l'actualité, dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du parti RPP, la commission culturelle d'annexe 3 du quartier 3 s'est rendue donc jeudi dans l'annexe de ce quartier pour organiser des concours culturels. À cet effet, de nombreuses activités culturelles ont été présentées, à savoir un campement traditionnel avec tous les accessoires. Et à l'issue de cette manifestation culturelle, les troupes de l'annexe quartier 3 ont présenté également des danses folkloriques, récitations de poèmes, mais aussi chants sur les résultats du parti. À noter également que cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du parti qui va être célébré donc le 4 mars prochain. L'objectif et la mission de cette commission étant de mettre en place des jeunes talents et de la meilleure annexe de la capitale. Ces concours culturels organisés dans le cadre de ces festivités donc ont vu la participation des membres de la commission, du président de l'annexe, des doyens de l'annexe, des militants, adhérents, sympathisants ainsi que la population du quartier 3. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu hier après-midi une réunion donc de travail avec l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, accompagné de son nouveau attaché de défense, le commandant Sean Hayes. La rencontre s'est déroulée en présence du chef du cabinet du ministre de la Défense et du conseiller technique. À cette rencontre à valeur de prise de contact avec le ministre de la Défense et le nouveau attaché de défense, Sean Hayes. Il a été introduit auprès du ministre par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. La rencontre a essentiellement porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a été également question des voies et moyens susceptibles de les renforcer. Le ministre Ali Hassan Bahdoun et l'ambassadeur Larry André ont évoqué également le cadre du partenariat stratégique États-Unis-Djibouti en matière de défense et sécurité dans la région. Et sur ce point précis, le ministre Ali Hassan a émis le souhait de voir cette coopération militaire et sécuritaire se consolider davantage. Également en nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Maoundé, ont signé donc ce matin les documents du plan de travail conjoint entre le MELFOP et l'agence onusienne. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre. Et le ministre et la patronne de l'UNICEF, qui préside également le groupe local des partenaires de l'éducation, ont largement évoqué la coopération renforcée entre leurs deux institutions. Le ministre s'est félicité de la parfaite collaboration entre son département et l'UNICEF. L'occasion pour Madame Maoundé de retourner ce bel hommage au ministre qu'elle a félicité pour l'excellent travail en faveur des enfants. Elle a réaffirmé le soutien total de l'UNICEF et le renforcement de la coopération du groupe des partenaires locaux de l'éducation qu'elle préside. Janabou Maoundé a assuré du renforcement de la coopération entre les deux institutions.
entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et il s'agissait de nous assurer que nous puissions renforcer déjà la coopération que nous avons à travers donc ce plan de travail qui exprime clairement quels sont les axes stratégiques sur lesquels nous allons collaborer. Il s'agit dans un premier temps de nous assurer qu'on mette en place et en œuvre la stratégie du préscolaire et dans un deuxième temps aussi toutes les interventions autour des écoles rurales. Et cela fait suite aussi à la mission conjointe que nous avons menée la semaine dernière et qui nous a aussi démontré qu'il y avait encore une nécessité de pouvoir renforcer les interventions en cours et de nous assurer que nous mettons en œuvre de manière spécifique le plan d'action de l'éducation et que nous assurons aussi que la politique que le ministère de l'Éducation met en place depuis quelques années puisse aussi se réaliser de manière systématique. Les travaux de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel se sont tenus hier donc à Niamey au Niger sous la présidence du président Issoufou Mahamadou, président du Niger et du président de la commission climat pour la région du Sahel. Lors de cette conférence, la République de Djibouti était représentée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, accompagné du directeur de l'Environnement. Et donc cette réunion a également vu la participation des présidents, des premiers ministres des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel, ainsi que le président du Congo, président de la commission climat du bassin du Congo. Lors de ce sommet, la conférence a été précédée par la troisième réunion des ministres en charge de l'environnement des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel, qui s'est tenue donc le 23 février dernier, toujours à Niamey. Et cette conférence avait pour objectif donc d'adopter le plan d'investissement climat pour la région du Sahel sur la période 2019-2030 et son programme régional prioritaire. Également dans l'actualité, la dimension genre dans le secteur du bâtiment, des transports et de la logistique, c'est sous ces thèmes que s'est ouvert donc aujourd'hui un atelier à la Chambre du commerce. La suite dans cette séquence. Dans le secteur privé, notamment le secteur des transports et des bâtiments, c'était le thème de cet atelier de sensibilisation qui s'est ouvert ce matin à la Chambre du commerce. Cet atelier organisé par la Chambre du commerce en étroite collaboration avec le USAID, qui va durer 2 jours, a permis d'ouvrir les discussions sur les défis, les contraintes liées au genre que rencontrent les femmes dans le secteur privé et comment les pouvoirs publics peuvent négocier ces obstacles aux moyens d'intervention politique sensibles au genre pour une meilleure intégration. Cet atelier de sensibilisation a permis de rassembler les différents acteurs du secteur privé afin que la donne soit changée, de faire évoluer les normes sociales concernant la perception des rôles liés au genre. Dans son mot d'ouverture, le représentant par intérim de USAID, M. Alpha Diallo, a souligné que cet atelier s'intégrait parfaitement dans les objectifs du gouvernement djiboutien. Les jeunes femmes qui réussissent à trouver un emploi dans des domaines techniques risquent souvent d'être victimes de discrimination fondée sur le sexe, sur leur lieu de travail. C'est pourquoi, pour répondre à cet enjeu, le gouvernement de la République de Djibouti a décidé de se doter non seulement d'une politique nationale genre pour s'engager en faveur de l'équité et d'accélérer la réalisation des objectifs d'un développement humain durable, et aussi le gouvernement s'est doté de lois et de règlements qui stipulent l'égalité des sexes en matière de possibilités d'éducation, de formation, d'emploi et de rémunération. Quant à lui, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Douale, a rappelé les objectifs cruciaux de cet atelier. Cet atelier financé par l'USAID est crucial, car il permettra de sensibiliser, d'informer le secteur privé sur l'importance de l'intégration des femmes dans les métiers de la logistique, de la construction et du transport, environnement professionnel majoritairement masculin jusqu'à ces jours. L'évaluation préliminaire genre réalisée par l'équipe EDC, Education Development Center, en mars 2017 a démontré que les femmes issues de la formation technique et professionnelle rencontrent des obstacles, tels que les normes culturelles qui empêchent leur accès à ces domaines techniques. Après les discours, une projection a été faite par une équipe du projet d'employabilité de la main-d'œuvre appelé PED. Elle portait sur le résultat d'une étude qui a été faite, les grandes problématiques liées à l'intégration des femmes dans les secteurs du bâtiment, des transports et de la logistique.
Rappelons que l'intégration des femmes dans ces secteurs non traditionnels devrait apporter d'importants résultats en matière d'égalité et appuieront la réalisation des objectifs du développement durable qui visent à parvenir à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et d'autres cibles des objectifs du développement durable liés au genre. Et pour clore l'actualité nationale, l'association Arkena pour le développement d'Obok a organisé un concours pour les étudiants en anglais dans le centre de développement communautaire de la région. L'objectif de ce concours était de constater dans un premier temps le niveau d'apprentissage de ces jeunes et également promouvoir l'anglais dans la région d'Obok. Ont été conviés à l'événement l'inspecteur général du sport, la directrice administrative et financière du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, le président de l'annexe RPP d'Obok, le sous-directeur du CDC, le président de l'association Arkena et des représentants de la société civile. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale présidentielle au Nigeria. Légère avance pour Buhari. L'opposition crie à la manipulation. Le principal parti d'opposition nigérian a accusé le parti au pouvoir de manipuler les résultats de la présidentielle de samedi, alors que la commission électorale accordait hier soir une légère avance au président sortant, Muhammadu Buhari, lors d'un décompte encore partiel. Hier soir, lorsque la commission électorale a ajourné le décompte pour le reprendre aujourd'hui, elle avait annoncé les résultats de 12 États sur les 36 du pays, outre la capitale fédérale Abuja. Et l'avance que connaissait le président sortant s'est réduite en fin de journée. Buhari menait avec presque 3 millions de voix contre 2,7 millions à Aboubakar. Le chef de l'État a bénéficié de scores très importants dans son bastion au nord-ouest et d'un faible taux de participation dans le sud-est. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États auxquels s'ajoutent les territoires d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine. Le conseiller communication de Buhari, Bashir Ahmed, a annoncé donc que sa victoire dans les importants États de Kano ou Lagos, mégapole de plusieurs millions d'électeurs malgré l'interdiction de propager des résultats non officiels. Kim Jong-un est arrivé au Vietnam aujourd'hui après un long périple ferroviaire à travers la Chine pour une deuxième rencontre avec Donald Trump, lourde d'enjeux au vu du caractère largement symbolique de la déclaration du précédent sommet de Singapour. La capitale vietnamienne se prépare donc à accueillir mercredi et jeudi ce nouveau rendez-vous entre le dirigeant nord-coréen et le président américain qui espère arriver à la dénucléarisation de Pyongyang, même s'il affirme être prêt à prendre son temps. Le président américain qui emprunte une voie plus conventionnelle en se rendant à Hanoï avec Air Force One devrait de son côté atterrir dans la capitale vietnamienne dans la soirée. Donald Trump s'est voulu optimiste, assurant donc hier attendre avec impatience un sommet très productif. Très peu de détails ont filtré sur la rencontre. Les deux dirigeants dîneront ensemble demain soir en compagnie de certains de leurs conseillers. C'est ce qu'a indiqué à la presse depuis Air Force One Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche. Et enfin, plus de 86% des Cubains ont dit oui à la nouvelle constitution. Les Cubains ont approuvé la réforme de leur constitution. Autrement dit, ils soutiennent le Parti communiste cubain. Une campagne de matraquage pour le oui au référendum avait été menée par le régime. L'opposition illégale donc à Cuba avait dû se cantonner à mener campagne pour le non sur les réseaux sociaux, les médias l'ignorant et les SMS étant censurés. Le texte de la constitution avait aussi été critiqué par l'Église catholique pour son idéologie unique, mais au final 84% des Cubains se sont exprimés et plus de 86% d'entre eux ont approuvé la nouvelle constitution. Nous considérons que la constitution a déjà été ratifiée, elle devrait être ratifiée officiellement, ont-ils déclaré. C'est tout pour cette édition, merci à vous de nous avoir suivis, excellente soirée sur Télé Djibouti.